Ça, c'est une université, l'université flottante de l'Arctique. Là, c'est un iceberg, et là, c'est Marc. Il est étudiant en sciences de l'environnement à l'université de Genève. Et voilà Chantal, elle est aussi étudiante en sciences de l'environnement à Genève. Et là, elle fait face aux vents violents de l'Arctique. Ok, attends, donne-la-moi. Là, c'est Mélanie. Elle est étudiante en énergie et durabilité à l'EPFL. Et là, elle expérimente la collaboration en terrain hostile. Il y a un problème, je crois que le bateau va couler. Voici Sylvain. Il est étudiant en histoire à l'université de Lausanne. Et là, il apprend à gérer son stress. Yes. Et enfin, voici Jocelyn. Il est étudiant en génie chimique et biotechnologie à l'EPFL. Là, vous le voyez en train d'apprendre les règles élémentaires de survie, dans le Grand Nord. Vous vous demandez ce qu'ils font là ? C'est très simple. En juillet 2017, l'Université de Genève, l'Université de Lausanne et l'EPFL ont envoyé 17 étudiants en Arctique pour y étudier le changement climatique. Pendant 20 jours, ils ont sillonné la mer de Barents, de Arkhangelsk à l'archipel François-Joseph, pour y mener à bien leurs différents projets scientifiques. Nous vous invitons à découvrir leur expérience. Сердечно желаю всем участникам 9-й экспедиции «Арктический плавучий университет» на борту МИС профессор Молчанов успешной работы в Арктике. Après cette cérémonie de départ, nous voilà prêts à embarquer à bord du professeur Molchanov avec nos collègues russes de l'université d'Arkhangelsk. Dès les premiers jours, une certaine effervescence est palpable sur le pont du bateau, qui devient un véritable laboratoire à ciel ouvert. Oh my god. 40. Aïe, le stockage. J'utilise les phytoplanctons. J'ai les bouteilles opaques et après je dois les amener au plus vite possible dans le noir. Et puis je dois faire la filtration le plus vite possible. Donc, je vais examiner les effets du changement climatique sur la communauté de phytoplancton et leur diversité fonctionnelle. Donc, tout l'écosystème qu'on va voir et examiner, elle repose sur les phytoplanctons et leur diversité. It's closing. It's closing. Don't worry. We'll have enough room. Donc, j'ai trouvé le meilleur filtre de toute l'excursion parce que c'est le premier filtrage. Et à 20 mètres, j'ai déjà mon filtre plein de phytoplancton. Regarde, c'est ouvert. Trop bien, trop bien. Je suis heureuse.
Alors j'ai un projet sur le zooplancton. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un filet où on récupère une colonne d'eau, donc à peu près 1 mètre cube d'eau, on récupère une bouteille où il y a plein de zooplancton dedans. C'est des tout petits animaux de la taille du millimètre. Ouais, ça bouge, hein. Ah là, il y en a une autre espèce. Donc le but de nos projets, c'est de prendre des samples sur tout le transact. Donc après, le but, c'est d'essayer de faire des liens entre le phytoplancton, le zooplancton et la latitude. Et voir en fait la différence dans la quantité et s'il y a une grande diversité d'espèces ou pas. Bon, qui veut les compter? Alors nous, sur ce bateau, on fait surtout de l'échantillonnage. Donc l'avancée, elle est assez simple. À chaque fois que le bateau s'arrête à un endroit qu'on a prévu à l'avance comme étant un site d'échantillonnage, on s'arrête, on prend de profondeur à la rosette et on stocke tout ça. Ouais, c'est pour analyser les métaux de trace et le mercure. There's a cute bird out there. Et puis on va regarder les métaux dissous et aussi ce qu'il y a dans le Time for plancton. birds though, yeah. On a dû revoir un peu nos ambitions à la baisse par rapport à ce qu'on avait en tête avant de venir. Ça, c'est les réalités, je pense, du terrain. Maintenant, on s'est fait au laboratoire, on s'est fait au matériel qu'on a et du coup, ça marche plutôt bien. Tu vais sortir de l'acide concentré, ça pue la mort. Et par contre, tu n'auras plus jamais de problème de poil au nez. L'expédition, c'est déjà pour moi, c'est des paysages absolument incroyables qui représentent absolument pas ce que j'ai pu voir ailleurs. C'est un environnement hyper vivant aussi, il y a plein d'animaux, les oiseaux, les morses, les ours polaires. Je me dis que si on a déjà vu tout ça jusqu'à maintenant, il doit y avoir encore des belles choses à venir. À plusieurs reprises, les étudiants ont eu l'opportunité de toucher terre dans les îles de l'archipel François-Joseph. Parmi elles, Hooker Island. Aux alentours de 19h, on a eu un appel pour pouvoir embarquer sur des canaux, pour pouvoir débarquer sur l'île Hooker, donc dans l'archipel François-Joseph, qui possède une ancienne station météorologique construite en 1929 par les soviétiques. Et on a été faire un tour en fait dans cette ancienne station météorologique. Il n'a jamais fait un accostage. C'est ça qu'on essaie de traduire, c'est mon premier accostage. Ok. Vas-y. Je t'en prie. On a fait un tour à l'intérieur de ce parc pour découvrir un petit peu l'histoire finalement des explorateurs de l'Arctique. Ensuite, on s'est retrouvé face à un léger problème. On a remarqué finalement que le bateau Molchanov avait disparu de notre vue. Apparemment, on ne pouvait pas rentrer avec notre Zodiac. Mais on était les seuls à avoir débarqué. Donc un tout petit groupe d'étudiants, notre professeur et quelques gardiens, bien sûr, qui étaient là pour sécuriser la zone en cas d'arrivée d'ours polaires. Et on a patiemment attendu l'arrivée donc du Molchanov qui est réapparu en plein milieu des brumes de manière assez spectaculaire, à côté des icebergs. On est remonté à bord du Zodiac avec cette fois-ci un petit peu plus d'appréhension et d'aventure, étant donné que le capitaine du Zodiac à ce moment-là mettait un peu plus les gaz que celui qui nous avait amené précédemment. Et en étant à l'avant du Zodiac, je peux dire pertinemment que la mer, elle est puissamment froide.
Mais l'Arctique, c'est aussi la réalité du terrain, et avec elle son lot d'obstacles. Les filles qui sont là-bas, elles sont en train de compter le nombre de tours que ça descend, parce que ça s'est pété hier. Du coup, pour savoir la longueur, la profondeur, eh ben, il faut multiplier ça par le diamètre et avec les bonnes vieilles méthodes, quoi. Bien. Notre projet, donc, c'est avec la team PFL. On a réussi à faire des échantillons pas mal. On a réussi à faire des analyses en labo. Jusqu'à hier, où on a eu un petit souci technique. On a pété la sonde pH. Et la sonde pH, c'est vraiment l'instrument de mesure dont on a vraiment besoin pour nos analyses. Il n'y en a pas une deuxième à bord. On base sur les échanges CO2 entre la mer et l'atmosphère. Et pour ça, on a besoin de différents paramètres, dont le pH et dont l'alcalinité. Et c'est justement pour avoir cette alcalinité qu'on avait besoin de faire des titrations avec cet appareil-là. Et que maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mon but ici, c'est de prendre des données météo, donc qui sont enregistrées par une station. Et en plus de ça, je prends des mesures du rayonnement solaire pour pouvoir les inclure dans un modèle qui va simuler en fait l'effet des nuages et du brouillard sur le bilan radiatif de surface. Alors les données qui sont observation du brouillard et des nuages, ça va très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'aident. Mais au niveau de la station météo, il y a eu 2-3 petits problèmes, comme quoi elle s'est arrêtée. En fait, le logger qui permet d'enregistrer les données automatiquement, il s'est arrêté pendant 4 jours. Donc j'ai 4 jours de données manquantes. Donc sur 20 jours, c'est énorme. Donc ça remet un peu en doute un peu le projet. Bon, après 1 heure à la recherche du microscope et du filet, nous avons enfin aiguisé le filet. Mais on n'a pas trop de microscope, ce qui risque d'être compliqué pour identifier du zooplancton à l'œil nu. Bon, on a officiellement pas de microscope, donc la moitié de notre travail ne va pas être fait sur le bateau. On va essayer donc nous c'est sur le zooplancton bien sûr, et donc on va essayer de fixer le zooplancton dans de l'alcool pour essayer de les ramener à Genève et à Lausanne. Mais on verra si ça tient, on saura ça en rentrant. Donc c'est un petit peu l'incertitude maintenant. Nous au début on a eu un problème de communication entre les Russes et nous, et donc on n'avait pas de microscope au début. Et donc tous nos samples, toutes nos petites bouteilles qu'on récupérait, on devait les mettre dans l'alcool et espérer que nos espèces, finalement, elles se déforment pas ou elles s'agglutinent pas ensemble. Et en fait, ça n'a pas marché. Elles se sont toutes agglutinées et on était là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on avait nos samples, on est obligé de les mettre dans l'alcool pour les conserver et en même temps, on aurait eu de la peine à les caractériser au retour, quoi. Donc heureusement, finalement, il y a une équipe de géologues qui a fait une semi-loupe microscope qui nous ont prêté et finalement, ça a fait vraiment bien le travail. Donc on a des super belles photos et on arrive à caractériser comme si on avait un microscope. On est beaucoup décalé avec le soleil dehors. Il fait toujours beau, donc à 11h du soir, à 1h du mat, on n'est qu'à moitié fatigué parce qu'il fait encore grand soleil. On essaie de dormir quand on peut, manger quand on peut, et on est aussi tributaire vraiment de la météo, quoi. Donc très dépendant de quand c'est qu'on va faire des mesures sur le bateau. Parfois ça peut être à 4h du mat, comme ça peut être à 9h du soir, comme à midi, donc n'importe quand. On fait toujours un programme pour le lendemain, donc on connaît le programme du lendemain, mais c'est jamais le programme définitif, quoi. Je me dis, j'ai toute la journée pour terminer tout mon travail et hop, j'apprends que dans une demi-heure on aura un point d'échantillonnage. On ne peut pas poser un programme en fonction des conditions météorologiques, mais il y a quand même beaucoup de flou artistique, on va dire. Il y a pas mal de moments où on ne sait pas exactement ce qu'on fait, on ne sait pas exactement où on va, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. Finalement, on n'est pas maître de notre destin et on n'est pas maître de notre emploi du temps, quoi. Le rythme est totalement différent et il faut quelques jours avant de s'y habituer, je pense.
Rassembler des personnes d'horizons divers sur un bateau au milieu de l'Arctique, c'est aussi donner lieu à une confrontation de points de vue. So, and I think it's only the crazy person can argue that we have a real climate change. Il a dit clairement, je ne donne pas des chiffres, mais il dit, là vous me dites sur 18 ans, la moyenne est de 0,1 mm. Donc si je fais la logique, sur 10 ans c'est 1 mm. Et puis ça c'est quoi? C'est un drame. C'est un drame là, une perte de glace de 1 mm sur 10 ans. C'est un drame. Vous mettez des chiffres, ce qui devient important, c'est le plus ou le moins devant vous, mais vous regardez même plus l'échelle. Parce que l'échelle elle est dérisoire. C'est ça son argument là. Nobody can teach me what about climate change, because I can just calculate the flows, the different flows, and I know that the anthropogenic flow now is very close to error of calculating. Carbon balance. We can see that only about 10% it's input of anthropogenic emission of CO2 into atmosphere, and 90% it is soil and vegetation. As for the contribution to the sea level that we see here, we talk only about sea ice. So there's also the thermal expansion of water, which contributes a lot. And if you talk in millimeters per year, maybe it's not a big worry for you, but I'm Dutch, and in Holland it's a big problem. So we really have to keep also that in mind. En gros, il montre et il additionne tous les facteurs naturels, tu vois. Et puis tu rajoutes toutes les émissions de carbone naturelles, etc., etc. Tu n'arrives pas à ce changement comparatif comme ça. Quoi. Le calcul, il fait pas sens. C'est une fois que tu commences à rajouter des facteurs anthropogéniques qu'en fait tu arrives à les valeurs qu'on observe. Yeah, it feels like in the so-called like Western scientific world, when you talk about climate change, you basically refer to the anthropogenic influence and the anthropogenic changes and the changes which are happening in the last like couple of decades, probably last maybe half a century. But in Russia, it's more about the natural causes, probably, especially their like older generations. They see only like cycles, natural cycles, long-term trends. For sure, climate change exists. It's widely known, and it's just a lot of measurements of temperature, and we can see signs. So, but it is not proved that it is this climate change is related to anthropogenic influence. It's not yet, but anyway, I think that the decision of in Kyoto, then in Paris, it is very important and good thing, because you know we can hesitate, we can just not have no proper knowledge, but if you just decrease the input of greenhouse gases in the atmosphere, it is good anyway. I think the younger generation in Russia tries to combine these two ideas, and I think it's the only right way to look at it. As I see it, climate change is like long-term changes which are happening in their whole system. In Europe and US, the climate change problem is a very strong problem. In Russia, we have not realized this problem as we need to realize. I think it's some kind of Soviet past, because we use our resources and do not see on how the nature changed, how we change the climate. We just need to have more and more resources. So it's some like a Soviet past, the first reason. And the second reason, we have so many territories, it's no problem to move from one to the second point. And it's really a problem, because
we all live on one planet, and so we need to think about this. Think a lot. Les faits sont là, mais l'interprétation, c'est la manière dont on les sent, on les perçoit, et ensuite, effectivement, quand on les traduit, là, elle est extrêmement marquée par le forcément, mais c'est impossible de faire autrement. C'est impossible. Parce que on baigne tous y compris la communauté scientifique, elle baigne dans un milieu social, historique, machin, etc., qui détermine aussi ses intérêts, ses choix, ses priorités, forcément. Durant ces 3 semaines, les 17 étudiants romans ont pu se rendre compte de la réalité du terrain, mettre en pratique leurs expériences théoriques et prendre conscience que différents points de vue existent, même dans le milieu scientifique. Le point commun reste les questions, celles qu'on se pose tous sur le changement climatique. Les réponses peuvent varier, voire même s'opposer, mais la curiosité des scientifiques d'hier et de demain est le seul moyen de faire avancer le débat sur le climat. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только мир, за него и держись. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называет. Humidity's rising, barometer's getting low. According to all sources, the street's the place to go. 'Cause tonight, for the first time, just about half-past 10, for the first time in history, it's raining men.